Le tournage sur bois est une activité artistique très satisfaisante. Mais, comme toutes les formes d'art, une préparation minimale est essentielle et l'acquisition de certaines connaissances fondamentales car, mal exécuté, le tournage sur bois peut être extrêmement dangereux, voire mortel. C'est un peu comme pratiquer le motocyclisme. C'est très agréable, mais le danger est toujours présent et on doit tout contrôler, ce qui peut l'être. Avec ceci en tête, j'ai donc créé 2 vidéos pour aider les débutants à avoir un démarrage réussi et sécuritaire en tournage sur bois. La première vidéo aborde entre autres l'environnement du tournage, la sécurité en atelier, les outils de tournage, les accessoires indispensables et les types de bois qu'on peut tourner. La deuxième vidéo nous invite à toucher du bois, comme j'aime bien le dire. Une foule de détails vous est donnée afin que les premiers contacts de vos outils avec le bois soient sécuritaires et agréables. La démarche est progressive et adaptée pour tous les tourneurs débutants. Ces 2 vidéos répondent aussi aux questions qui m'ont souvent été demandées de la part de tourneurs débutants et veulent être aussi des vidéos de référence sur le sujet. Je vous remercie de la confiance que vous me témoignez. Les liens pour visionner les vidéos sont dans l'espace description ci-dessous. Au plaisir de vous revoir une prochaine fois. Bonjour les tourneurs, bienvenue dans mon atelier. Alors, comme le nom de la vidéo l'indique, je me suis procuré le gros crochet martel. Et puis, cette fois-ci, j'ai acheté le crochet avec son axe, mais je n'ai pas acheté le manche, ayant pour idée de le faire moi-même. Et puis, malheureusement pour moi, eh bien, ce manche ne fonctionne pas bien. Il n'est pas tellement harmonisé à mon corps. Et donc, devant vous, je vais rectifier la situation. Et puis, on va parler des bonnes choses et des moins bonnes choses. Alors, c'est même difficile de vous montrer tout en fait, le manche dans toute sa longueur, c'est extrêmement long. Alors, à titre informatif, évidemment, le crochet, plus il est petit, ça veut dire que moins on peut aller loin en profondeur. C'est ça l'idée. Plus le crochet est gros, plus on peut aller profond. Et l'axe, justement, est en conséquence. Donc ici, j'ai un axe de 1 pouce qui vaut plus ou moins à 50 mm. C'est énorme. Et puis, j'ai 16 pouces de la bague jusqu'en haut. Et dans le manche, il y a encore 2 pouces de creusé pour accommoder le manche. Alors, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? En fait, l'idée de départ, c'était que je me tourne un prototype. J'ai pris du bois de construction, j'ai fait des collages, et puis j'ai fait un manche. Et à partir de ce manche-là, j'ai pensé que je serais bon pour faire le vrai. C'est le premier, en fait, donc celui-ci. Eh bien, en fait, je m'étais tourné une poignée qui faisait bien dans ma main. Et puis, j'ai dit, c'est ce modèle de poignée que je vais faire sur mon manche. Et c'est ça que j'ai fait. Et quand je suis venu pour utiliser mon manche, j'avais bien porté attention. Bien, évidemment, ça fait quelques années maintenant que je travaille au crochet. Et j'ai remarqué que ma pratique est souvent de mettre ma main sur la bague. Alors, j'avais dit, la première poignée pour que je sois à l'aise va être ici. Et c'est tout à fait vrai. La différence, c'est que quand je vous ai montré la poignée, je la tiens comme ça. Alors que quand on est sur le manche, c'est pas tout à fait la même position. Et quand j'ai travaillé avec le crochet, là, la poignée était trop grosse et j'étais un peu... elles sont toutes tournées pareil. Autre détail aussi, le manche, pour mes besoins, je crois, il est un peu trop long. Je pourrais enlever certainement un 4 pouces. Et puis, pourquoi je pourrais tout simplement pas couper puis m'adapter à ça? Ben, c'est parce qu'en même temps, quand j'ai percé le trou pour l'axe, encore une fois, je ne suis pas tout à fait droit, puis je suis un peu perfectionniste. Donc, quand j'additionne pas très confortable, un peu croche et tout ça, j'aime mieux me faire un manche flambant neuf. Donc, le projet. Je me propose de faire un manche en 2 parties. Il va y avoir la partie avec l'axe, qui va être de 16 pouces. Je vais
certainement faire un tenon ici et je vais venir emboîter par-dessus la section des poignets qui elle aussi aura 16 pouces, qui me donnera un manche de 32 pouces plutôt que 36. Donc la première partie du manche est faite. Cette section est le devant. C'est ici que va s'insérer l'axe et la bague. Et donc il me reste à le cylindrer. Et puis j'utilise mes petits disques, toujours très pratiques, juste avec les doigts, ça m'indique. Je suis capable de voir le centre très rapidement. Voilà pour ça. Donc je vais vous faire grâce du cilindrage. Je vous reviens quand ça va être le temps de percer pour l'axe et compagnie. On vient quand c'est rond. Ma première idée était d'utiliser le coupoir pour faire disparaître mes traces de crayon. Et puis, pendant que je vais être en train de travailler au coupoir, il y a une autre idée qui va me venir, celle d'utiliser plutôt une planche sur laquelle j'ai installé un papier sablé très agressif. Je crois que c'est niveau 60. Et ça va être mieux que le coupoir, parce que le coupoir, je peux, sans m'en apercevoir, faire une forme légèrement conique ou légèrement bombée, très légèrement, alors qu'avec un papier sur une planche, c'est de beaucoup meilleur. Alors ça, c'est une vieille astuce de mon atelier. C'est en vérité un papier de ponceuse à bande que j'ai tout simplement coupé. Et puis, appliqué sur une feuille de mélamine comme ça va très bien. Et là, on voit que finalement, j'étais conique à l'intérieur. Pourquoi cette opération? C'est parce que quand je vais faire le perçage avec la mèche Forstner, ça va m'assurer que la mèche ne patinera pas sur la pièce pour essayer d'avoir le perçage le plus centré possible. Et j'annonce que ça va être une réussite. C'est ça qui avait fait défaut lors de mon premier perçage, c'est que la mèche, elle patinait un peu, je l'avais vu, mais je m'étais dit, bon, ça devrait être quand même correct, mais en vérité, c'est que plus on creuse, ben, plus le patinage peut devenir important. Et c'était ça qui m'était arrivé. Donc ici, ma mèche, elle est restée absolument droite, et puis je vais refaire la même opération plus tard pour accommoder le tenon qui va être réalisé sur la section des poignets. Alors, ce qui m'a permis de réussir le centrage parfaitement, c'est d'avoir créé une épaule ici, un petit tenon, sur lequel, dans le fond, les mâchoires servaient d'appui. Et donc, je vais répéter l'opération pour faire encore une fois une mortaise à l'intérieur, le plus centré possible. C'est parfait. J'installe ça et on perce. Donc, un des secrets de l'épaule, c'est que le fond ne touchait pas au fond du mandrin. Et donc, ça me permettait de m'appuyer exactement sur l'épaule. Et donc, ça c'est ce que je dois enlever pour permettre à la mèche de pouvoir être centrée comme il faut. Alors, comme je l'ai fait tantôt, je vais venir et avec mon outil de ponçage, je vais m'assurer d'enlever tout ça et je vous reviens quand c'est fait. Donc, le trou est creusé, on a une 50aine de millimètres de profondeur et cette mortaise va accommoder le tenon de la deuxième partie du manche qui va être faite pour la main. Alors, l'idée générale ici, eh bien, c'est de rentrer la bague avec une certaine friction et étape par étape, on avance et à l'occasion, lorsque la bague bloque, justement, je fais tourner comme ça, je marque le bois
et ça m'indique que là où ça coince un peu, on enlève des poussières de millimètres et on avance jusqu'au fond. Je vous reviens quand c'est fait. Voilà, l'opération est faite. Enfin, un peu de tournage. Donc, à l'œil, je considère ma pièce et j'établis au crayon là où environ on devrait commencer la pente pour aller rejoindre la bague. Et puis, je vais utiliser la plane. J'ai eu l'occasion de visionner quelques vidéos concernant la plane et je me propose de revisiter l'affûtage de la plane. Et là, ici, eh bien, pour moi, c'est un exercice de détente. J'ai affûté au meilleur de ma capacité et le frêne que j'ai utilisé est un bois extrêmement sec. Puis, on a un peu de poussière et beaucoup plus de copeaux. Et puis, voilà, un exercice très plaisant à faire. Et puis, on regarde ça. Il est important de placer le porte-outils dans l'axe de la coupe. Ce que je veux dire, c'est que je suis en train de faire une courbe sur le manche et pour m'aider, bien, ce sera utile de placer le porte-outils en conséquence. Si j'avais laissé le porte-outils droit, j'aurais une chorégraphie assez importante à faire avec la plane et avec mes mains. Donc, on essaie toujours d'approcher notre porte-outils du plus près de l'opération qu'on souhaite faire. Donc, une autre section de laminé. J'ai tourné ce qu'il faut pour pouvoir prendre ma pièce au mandrin. Et l'autre côté, si vous voyez le X, j'ai bien aligné mes choses. Et puis là, maintenant, encore une fois, ça va être une opération de cilindrage. Et tourner du bois sec, quand on est habitué à tourner du bois vert, ça a un autre son, c'est beaucoup plus fort et ça cogne dans les outils également. J'ai en main la mèche qui a servi à faire la mortaise et là je prends la mesure pour pouvoir réaliser le tenon le plus parfaitement possible. Et encore une fois, c'est assez long, c'est 50 mm pas de dimension, mais de longueur. Et comme je l'expliquais tantôt avec mes affûtages de la plane, ici on fait je ne sais pas exactement en français quel est le nom de cette coupe, mais je pensais aux Européens qui travaillent beaucoup avec le bédane. Je ne suis pas certain si on dit la bédane, je pense que c'est le bédane. Et puis j'ai pensé à eux autres pendant que je tournais ça. Donc évidemment, il y aura essai et erreur. On est mieux d'aller plus lentement que trop vite. Et puis chemin faisant également, je me suis souvenu que le secret d'un bon joint entre les deux morceaux, c'est que les deux façades, les deux épaules, si on veut, qui se font face, doivent être légèrement concaves l'une envers l'autre. Ici, je fais simplement une petite démonstration de la manière dont j'affûte mes planes, lorsque, évidemment, tous les angles sont bons. Alors, avec une carte 400, je vais donner, par exemple, 10 coups de chaque côté. Après, je refais ça avec une carte 600 et je termine avec la carte 1200. Et puis, ça permet de maintenir l'arête tranchante. Ce sera très satisfaisant, particulièrement, comme je disais tantôt, le frêne étant très sec. Je recommande d'affûter plus souvent et moins longtemps. La pièce que vous voyez ici, c'est la pièce qui contiendra l'axe. Et là, je suis en train de faire la préparation
pour le joint entre justement la pièce qui porte l'axe et la pièce qui contient les poignées. Donc, je suis en train de donner une forme un peu d'ogive à ma pièce de bois, histoire de mettre quelques courbes là-dessus. Encore une fois, réalisé avec ma plane fraîchement affûtée. Ici, j'ai une petite confession à faire. Depuis que j'ai changé de caméra, ça fait déjà plusieurs mois, j'ai une petite passion pour les gros plans. J'aime énormément profiter de cette capacité de ma caméra qui permet de saisir l'action de l'outil. Donc, j'essaie de mettre le manche dans l'écran. Donc, le manche est complété, les deux parties ont été collées. Pour cacher le joint, j'ai décoré un petit peu. Il reste maintenant à insérer l'axe qui sera collé à l'époxy. Comme ça. Et puis, la finition du manche sera plusieurs couches d'huile sans prétention. Alors, voilà, c'était le grand projet. Merci d'avoir visionné ma vidéo jusqu'ici et on se donne rendez-vous très bientôt.